Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 6 petites étapes de sécurisation d'un serveur Windows Server. Alors pour donner du contexte, je travaille sur un serveur Windows Server 2022 et on va considérer qu'il est plus ou moins de base, c'est-à-dire que je viens de finir de l'installer et de le préparer pour son futur rôle. Ces 6 étapes de sécurité que je vais vous montrer, ce sont plutôt des étapes basiques que vous pouvez faire sur n'importe quel Windows Server. Elles seront à la fois des points de vérification, parce que vous verrez que pour certains de ces points, certains sont déjà en place, ou des points de correction, puisque pour certains de ces paramètres, on va les activer et les paramétrer ensemble. Alors la première chose que je vous propose de faire, c'est d'ouvrir le gestionnaire de serveur, et d'aller ensemble vérifier déjà ce qu'on peut paramétrer ici. Alors si vous êtes comme moi ou si vous n'avez pas suivi mes premières vidéos, ce que je fais en général moi, c'est que pendant le paramétrage, la préparation de base de mon serveur, et alors attention uniquement pendant ce paramétrage de base et uniquement dans un réseau sécurisé, je fais ça, c'est pour m'éviter des soucis le temps de mes premiers paramétrages, j'ai tendance à désactiver mes pare-feux. Donc pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement comme ça je peux faire valider mes fonctionnalités, les faire fonctionner ensemble, et une fois que j'ai tout terminé, je rajoute la couche de sécurité du pare-feu et je vérifie que rien ne coupe. Et si quelque chose coupe, je sais que j'ai une de mes règles qui n'est pas bonne, ou une règle du pare-feu qui ne s'est pas fait correctement. Je sais que c'est pas un problème de paramétrage logiciel, mais uniquement un problème réseau. Alors là, on va estimer que mon serveur il est prêt, il va être mis en production. Je vais m'en servir, donc je peux réactiver le pare-feu. Donc ça, ce sera le premier point de vigilance. Activer le pare-feu pour que seulement le trafic entrant voulu soit accepté. Alors pour ça, vous allez cliquer ici, et on va tout simplement réactiver les différents pare-feux en fonction du réseau où vous vous trouvez. Donc là, moi, je suis sur un serveur contrôleur de domaine. On verra dans une prochaine vidéo comment le sécuriser. Donc là, je suis en réseau avec domaine. Ça, c'est la première étape. Donc là, je sécurise un peu plus mon serveur au niveau réseau, puisque je vais filtrer, enfin en tout cas bloquer du trafic entrant. J'ai une partie du trafic entrant qui ne va pas rentrer. Par défaut, si vous installez des rôles de Windows Server, les ports nécessaires vont s'ouvrir automatiquement, c'est-à-dire que les règles de pare-feu vont être gérées directement par votre serveur Windows. Si vous avez besoin de les gérer vous, parce que vous installez d'autres fonctionnalités sur votre serveur qui ne sont pas directement intégrées au serveur, ou si vous voulez potentiellement modifier certaines fonctionnalités existantes, vous pouvez taper pare-feu dans la barre de recherche et retrouver ici la console pare-feu Windows Defender avec fonction avancée de sécurité. Et c'est ici où on va pouvoir en fait modifier les règles de trafic. Donc là, si je vais dans les règles de trafic entrant, je vais voir les règles qui correspondent dans mon cas Active Directory. On voit qu'elles sont activées, hein, c'est la petite coche verte. Et si je vois ici par exemple qu'on a ICMPv4, donc c'est le protocole ping tout simplement qui est autorisé quand j'installe Active Directory, donc ADDS. Alors ça, pour la petite anecdote, c'est utilisé quand vous connectez avec un ordinateur pour vérifier si vous avez une connexion rapide avec le contrôleur de domaine ou non. Donc première étape, voilà, premier paramétrage facile qui permet de bien sécuriser, en tout cas d'améliorer la sécurité de votre serveur, c'est l'activation du pare-feu. Le deuxième paramètre de sécurité va se trouver ici aussi, et c'est tout simplement les mises à jour. Alors les mises à jour, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'insiste encore une fois dans cette vidéo, c'est ces mises à jour de sécurité qui vont vous permettre d'être protégé contre les derniers exploits possibles de failles sur vos propres serveurs. Donc les mises à jour, il y en a tous les mois, vous en avez une cumulative tous les mois chez Windows. Il vous faudra une politique de mise en place de sécurité, de mise en place de mise à jour adaptée à cette sortie mensuelle de nouvelles mises à jour. Les mises à jour, c'est juste ici. Vous allez pouvoir paramétrer le téléchargement. Je vais en profiter pour vous dire que dans les options avancées, vous pouvez cocher la possibilité de recevoir les mises à jour d'autres produits Microsoft lors des mises à jour de Windows, qui vous permettent d'absolument tout mettre à jour sur votre serveur. Alors attention, sur un serveur, j'en profite, mais on essaie d'installer le minimum de choses, on n'installe que ce qu'on a besoin. Mais ça vous permettra d'avoir les mises à jour automatiquement de tout ce qui est Microsoft sur votre serveur, et vous avez la possibilité d'automatiser le redémarrage. Alors ça en production c'est pas forcément exceptionnel puisque vous allez redémarrer peut-être pendant la journée, mais vous pouvez, vous avec une stratégie de groupe après si vous le souhaitez, programmer des redémarrages automatiques. Tout dépend de la sensibilité du serveur dans lequel vous vous occupez. Bien évidemment, faites les mises à jour en dehors des horaires de production et après avoir fait une sauvegarde fonctionnelle au cas où la mise à jour planterait votre système. Autre point de sécurité que je lie avec les mises à jour qui est tout simplement la possibilité d'utiliser l'antivirus Windows Defender, donc Microsoft Defender, donc ça c'est sur les dernières versions de Windows Server.
Si on clique ici, par défaut il est activé. Je vous conseille de le laisser activer si vous n'avez pas d'autres solutions de sécurité, puisque ça vous permettra de rajouter une couche de surveillance sur tout ce qui est exécution de programmes malveillants. Donc, voilà, donc on est sur de la détection de comportements malveillants et de menaces, donc c'est déjà un bon outil de protection sur Windows Server. Vous avez après la possibilité de rajouter des antivirus ou des EDR dédiés à vos serveurs, donc qui vous rajouteront encore une couche de protection supplémentaire, notamment avec la présence d'un outil d'IPS, IDS, donc de prévention d'intrusion. Donc ça c'est encore mieux, mais là on a la possibilité d'avoir déjà une solution Microsoft Defender intégrée de base dans Windows Server, donc veillez à ce qu'elle soit autorisée. Ensuite, un des points de sécurité qui est utile à vérifier, c'est le spooler d'impression. Alors le spooler d'impression, c'est un service qui permet de gérer les impressions sur votre serveur, qui sera utilisé que si vous lancez une impression ou si vous partagez des imprimantes. Si ce n'est pas le cas sur votre serveur, donc si c'est pas un serveur d'impression et si vous n'imprimez pas avec, alors en même temps je rappelle qu'un serveur c'est pas spécialement fait pour être utilisé comme un poste client, donc je vous déconseille de toute manière d'imprimer depuis votre serveur. Mais si votre serveur ce n'est pas un serveur d'impression, le serveur spooler d'impression étant souvent utilisé pour des failles de sécurité, dont une majeure il n'y a pas si longtemps que ça, je vous conseille tout simplement de le désactiver. Voilà, vous allez aller dans service.msc, donc vous ouvrez un exécuté, vous faites service.msc, et vous allez retrouver dans la liste le spooler, juste un peu plus bas. Ici, spooler d'impression. Vous l'arrêtez. Donc là, il est déjà coupé, mais par défaut, il est en automatique. Donc au prochain redémarrage, il va se relancer. On va tout simplement aller dans les propriétés et en type de démarrage, le passer en désactivé. Donc comme ça, il ne démarrera pas, même au prochain redémarrage. Je rappelle, si c'est un serveur d'impression, vous ne pouvez pas désactiver le spooler d'impression. C'est pour ça que normalement, quand on fait un serveur d'impression, on dédie une machine à ça. Point de sécurité suivant, qui est un peu semblable, qui a été exploité assez récemment pour pas mal de failles, c'est la désactivation du protocole SMB en version 1. Alors, SMB, c'est le protocole d'échange de fichiers par défaut chez Microsoft. Alors, SMB version 1, c'est une très ancienne version de ce protocole, qui n'est plus utilisé si vous avez des postes clients récents. Attention, petit point de vigilance, qui peut être utilisé par certains photocopieurs ou certains multifonctions qui font du scan vers des partages de fichiers. Alors si c'est le cas, demandez au constructeur du multifonction de se mettre à jour déjà, parce que c'est délicat d'utiliser ce protocole. Et si vraiment vous n'avez pas le choix, il va falloir isoler une machine. C'est la seule solution pour que ce soit à peu près sécurisé. Et encore, tout ce qui est sur cette machine sera exposé à la faille, aux failles correspondantes à SMBv1. Donc pour vérifier que SMBv1 n'est pas installé, alors il y a plusieurs méthodes, vous pouvez le faire en PowerShell, mais si vous voulez juste le faire en interface graphique, vous pouvez aller voir dans les rôles et fonctionnalités, vous faites suivant sur le serveur qui vous intéresse, et sur la page d'après, vous allez retrouver tout en bas, support de partage de fichiers SMBv1. Et on voit que par défaut, il est décoché. Donc là, sur mon serveur, j'ai pas besoin de le faire, mais si vous avez des serveurs déjà en production et que vous voulez les sécuriser, vous pouvez le désactiver par ici. Encore une fois, attention, hein. Si vous désactivez ça, les anciens clients qui accèdent à vos partages SMB ou d'anciens photocopieurs peuvent potentiellement ne plus avoir accès. Donc vérifiez quand même d'abord. Globalement, les clients qui utilisaient SMBv1, c'était des clients Windows XP ou Windows Server 2003, 2003 R2. Dans la mesure où les systèmes ne sont plus supportés, normalement vous ne devriez plus en avoir dans vos réseaux. Si c'est le cas, vous êtes au courant, c'est que vous n'avez pas le choix, donc à ce moment-là, étudier la possibilité ou non de désactiver SMBv1, mais c'est vivement conseillé. C'est une attaque qui a été notamment beaucoup utilisée par les ransomware, donc voilà pour le SMBv1. Ensuite, le point de sécurité suivant que je voulais vous présenter, c'est plus une petite fonctionnalité qui n'est pas activée par défaut et qui est aussi pratique qu'elle permet d'améliorer la sécurité, ce sont les clichés instantanés. Alors les clichés instantanés, attention à voir si vous n'avez pas d'applicatif particulier qui pourrait ne pas apprécier l'usage des clichés instantanés, mais ça c'est pareil, vous le savez en général, ça peut provoquer des perturbations en termes d'entrée-sortie sur le disque. Mais les clichés instantanés, c'est une petite fonctionnalité qui va s'activer ici en faisant bouton droit sur le disque dur qui vous intéresse, sur le disque local qui vous intéresse, configurer les clichés instantanés, et vous allez pouvoir les activer juste ici. On vous prévient que vous aurez une petite charge en termes d'entrée-sortie au moment où les clichés vont se créer.
Et bien évidemment, ça va prendre un peu de place. Et pourquoi ça prend un peu de place? Tout simplement parce que ça va faire un cliché du volume sur lequel vous l'avez activé à plusieurs heures que vous allez pouvoir paramétrer dans Paramètres. Et ce cliché sera consultable en cas de besoin. Si vous avez un fichier qui a été modifié par inadvertance ou supprimé par inadvertance, vous pourrez tout simplement revoir l'état du volume dans le passé. Alors je l'avais déjà présenté dans une de mes vidéos pour ceux qui le connaissent, mais je trouvais que c'était important de le mettre dans ces fonctionnalités de sécurité puisque ça permet parfois de revenir en arrière sur un fichier très rapidement sans forcément avoir à repasser par une restauration de sauvegarde ou une restauration qui date du jour avant. Là, vous pouvez créer plusieurs clichés dans la journée. Pour utiliser cette fonctionnalité, une fois qu'elle est activée, sur n'importe quel dossier qui vous intéresse, vous faites restaurer les versions précédentes, comme ici, et vous pouvez voir le cliché que j'ai créé là il y a une minute, à 15h18, je peux l'ouvrir, et naviguer dans le dossier comme il était il y a une minute, puisque j'ai créé le cliché il y a une minute. Donc ça, vous pouvez en faire, vous pouvez en paramétrer autant que nécessaire, ça prend pas trop de place, ça dépend des modifications que vous avez sur une journée. Par défaut, Windows propose d'en faire un le matin et un à midi, il estime que vous sauvegardez le soir, mais vous pouvez bien évidemment compléter les jours, par exemple samedi, dimanche, qui ne sont pas faits, et rajouter un cliché à 16h ou à 18h, enfin à vous de voir. Attention tout de même, par défaut, sur les partages réseau, ce cliché instantané est accessible aux utilisateurs. Donc il n'y a pas besoin des droits administrateurs pour pouvoir s'en servir. Donc même si c'est une fonctionnalité qui ne va pas vous protéger contre les attaques, ça peut être une fonctionnalité qui vous permet de restaurer des données, et je trouve que pour la facilité qu'elle a à être mise en place, elle vaut le coup. Et le dernier point que je voulais vous présenter, qui est aussi intégré à Windows et qui rajoute beaucoup de sécurité, c'est tout simplement le chiffrement du disque dur avec BitLocker. Alors vous voyez là, on a parcouru un peu pas mal de sécurités différentes, je vous ai parlé du pare-feu, là on est sur une sécurité au niveau réseau, donc on empêche des intrusions au niveau réseau. On a parlé mise à jour et Windows Defender, donc là on va potentiellement se protéger contre des virus et contre des failles, donc plutôt au niveau applicatif. On désactive le spooler et SMBv1, donc là je vous donne des protections contre des failles très précises. Les clichés instantanés, on est plus sur du versionning de fichiers, donc qui permettent de revenir en arrière en cas de mauvaise manipulation. Et enfin, on a BitLocker, donc la BitLocker, le chiffrement des disques durs ou des volumes, qui permet d'éviter qu'on puisse lire vos données en cas de vol, tout simplement, de votre machine, en cas de vol matériel de votre machine. Alors là, il y a deux manières de faire. Si vous travaillez en machine virtuelle, l'idéal de mon point de vue, en tout cas le plus simple à mettre en œuvre, ça reste le chiffrement côté hôte. C'est-à-dire que vous chiffrez votre hyperviseur ou votre baie de stockage, si vous avez vos machines virtuelles sur des baies de stockage. Si vous ne pouvez pas le faire pour des raisons diverses, vous pouvez aussi chiffrer les machines virtuelles une par une, mais du coup ça implique une gestion un peu plus complexe. Là, pour vous montrer le fonctionnement, sur un Windows Server, donc admettons que vous travaillez sur Hyper-V et que vous stockez vos machines virtuelles directement sur un volume de votre serveur Hyper-V, je vais vous montrer comment le mettre en œuvre. Ce sera transposé à votre manière de travailler du coup. Alors BitLocker, il peut fonctionner avec une puce TPM, donc une puce TPM c'est une puce qui va être stockée physiquement sur votre carte mère et qui va permettre de stocker des secrets de chiffrement. Donc pour faire simple, ce sera elle qui permettra de déchiffrer votre disque dur BitLocker, enfin BitLocké. Ce qui veut dire que si vous sortez le disque dur et que vous le mettez dans une autre machine qui n'a pas la puce TPM, vous n'aurez pas la possibilité de lire les données qui sont dessus. Donc c'est ce qu'on veut. Si vous n'avez pas de puce TPM dans votre serveur ou dans votre machine, vous avez la possibilité de créer un code, un mot de passe en fait, qui permettra de déchiffrer le disque dur. Donc vous pouvez faire l'un ou l'autre. Alors comment ça se met en œuvre BitLocker ? C'est une fonctionnalité qui s'installe sur Windows Server. Petit aparté, sur Windows 10 ou Windows 11, c'est déjà installé. Vous pouvez vous en servir aussi. Je vous conseille de le mettre en place aussi sur votre poste client. Vous allez faire Gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités. Vous faites Suivant. Vous sélectionnez le serveur qui vous intéresse. Et ce ne sera pas un rôle, donc ce ne sera pas sur cette page, mais ce sera une fonctionnalité. Donc page d'après. Et là, on a chiffrement de lecteur BitLocker. Donc là, je le coche. En même temps, on me propose d'installer la console de gestion, donc oui, c'est mieux de le faire pour pouvoir avoir accès. Et ensuite, on va installer la fonctionnalité. Alors là, pour la démonstration, moi je le fais dans une machine virtuelle. Donc ça sera peut-être pas exactement la même présentation que si vous le faites sur une machine physique, mais l'idée reste la même.
J'en profite pour faire un petit aparté sur les clichés instantanés, parce qu'il me semble pas l'avoir dit tout à l'heure, mais attention, ça ne remplace pas une sauvegarde. Les clichés instantanés, vos données restent sur le disque dur, hein. C'est juste la possibilité de revenir en arrière pour vous, mais si le disque dur est hors service, vous perdez toutes les données, hein. Ça n'a aucun usage semblable à la sauvegarde. Voilà, donc là l'installation est terminée, j'ai plus qu'à redémarrer ma machine. Voilà, mon serveur a redémarré, la fonctionnalité BitLocker est maintenant bien installée. Si je veux la paramétrer sur un volume, j'ai juste à faire bouton droit sur le volume qui m'intéresse et faire activer BitLocker. Donc on va le faire ensemble. Perdez les clichés instantanés, pour en refaire après. Mais notez quand même que vous allez les perdre à ce moment-là. Là, vous avez la possibilité de sauvegarder la clé de récupération, ce qui est obligatoire. C'est ce qui vous permettra de déverrouiller le PC si vous en avez un problème. Donc ce sera à conserver avec précaution. Dans une configuration normale, vous avez juste à enregistrer le fichier sur une clé USB que vous allez brancher sur votre machine. Là, je suis en machine virtuelle, donc je vais devoir faire imprimer la clé de récupération. Et si vous vous souvenez, juste tout à l'heure, on a désactivé temporairement le spooler d'impression. Alors, je vais rapidement aller le réactiver. Le temps de générer un fichier PDF avec la clé. Imprimer. Par défaut, ça me génère un PDF que je peux générer sur le bureau. Donc là, j'ai bien la clé de récupération BitLocker pour cette machine. Ne la laissez pas sur le disque que vous allez chiffrer si jamais vous faites la même utilisation que moi, puisque sinon vous la perdrez en cas de problème. N'oubliez pas de la copier ailleurs et de l'imprimer. Dans l'idéal, vous la stockez dans un coffre-fort si vous en avez un, ou dans en tout cas un endroit qui n'est pas accessible à tous. Une fois que c'est fait, alors si vous avez dû faire comme moi, vous réarrêtez le spooler d'impression, sinon la modification qu'on a fait un peu plus tôt est perdue. Et ensuite, vous pouvez faire tout simplement suivant pour le chiffrement du lecteur BitLocker. Alors pour le chiffrement de notre lecteur, on peut soit chiffrer l'espace qui a été utilisé, soit tout le lecteur. Si c'est un serveur qui a été en production, vous cochez chiffrer tout le lecteur. Si c'est un serveur que vous venez de mettre en route, vous pouvez chiffrer que l'espace disque utilisé, sachant que au fur et à mesure, il chiffrera les autres données qui seront rajoutées un peu plus tard. Et ensuite, vous validez. Vous pouvez choisir entre le mode de chiffrement le plus sécurisé, donc le nouveau mode de chiffrement, ou le mode compatible. Là, on est sur quelque chose de non mobile, donc on peut prendre le nouveau mode de chiffrement. Et enfin, pour être sûr que vous n'avez pas de soucis, je vous conseille d'exécuter la vérification du système BitLocker qui permet de vérifier qu'il n'y a pas de soucis avec votre système pour le chiffrement. Vous faites continuer. Juste en bas, vous allez voir que le chiffrement va débuter après le redémarrage de l'ordinateur. Vous redémarrez l'ordinateur et le chiffrement pourra se mettre en route si vous n'avez pas eu d'erreur particulière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous ai présenté quelques petites fonctionnalités de sécurité déjà intégrées à Windows Server, soit des fonctionnalités activées, soit des petits ajustements en termes de protocole ou service à désactiver pour éviter de potentielles failles. Je rappelle quand même quelques concepts de base pour la sécurité, que ce soit de vos serveurs ou autres, mais c'est d'avoir un mot de passe fort, voire de la double authentification, d'avoir une sauvegarde efficace de vos systèmes, respecte la règle des 3-2-1, et bien évidemment, faire régulièrement des audits de la sécurité pour pouvoir vérifier que ce que vous avez mis en place est suffisant. Bien sûr, ce n'est qu'une première étape, mais je pense que pour que ça donne des bonnes pratiques à toujours avoir sur vos serveurs. Je vous invite à regarder les prochaines vidéos où je vais vous montrer comment sécuriser cette fois-ci un Active Directory. Toujours un peu sur le même principe, avec des petits ajustements déjà faciles à faire qui peuvent se faire très rapidement dès l'installation. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt.